Merci. Merci, Monsieur le Président de l'Association des journalistes parlementaires, cher Chantal Didier, Mesdames et Messieurs les membres de l'Association des journalistes parlementaires. Je voudrais saluer mes collègues ici présents, les deux présidents de groupe qui forment la majorité sénatoriale, même si elle est un peu plus large me concernant, la vice-présidente en charge d'un point très important, c'est-à-dire de la législation et du fonctionnement, Valérie Létard, et puis le président de la commission des lois et le rapporteur, Philippe Bas et François Pillet, de ce groupe de travail et d'autres collègues qui peut-être nous rejoindront. D'abord, heureux de vous accueillir à la présidence du Sénat et dire, Monsieur le Président, si vous avez rappelé une des questions qui m'était posée l'an dernier, par rapport à l'an dernier, il nous manque quelqu'un qui était là, parmi nous, et je ne peux pas ne pas y penser. Sophie Huette, qui a accompagné et votre association, mais aussi la vie des parlementaires. Et j'ai une pensée pour elle à cet instant. Moi aussi, je vous adresse mes meilleurs voeux pour cette année 2018. Le temps me le permet encore. Et d'ailleurs, nous recevrons les corps constitués, les vœux du président, quasiment au dernier jour du mois. C'est, en tous les cas, l'occasion de consacrer que nous allons avoir une année législative et une année politique fournie, notamment en ce début d'année. Je vois que votre nombre même, ce matin, l'en atteste. Quelques mots, si vous le voulez bien, sur l'actualité législative. 2018, une année qu'on nous a promis comme une année de réformes significatives dans le domaine social, d'abord. Assurance chômage, formation professionnelle, apprentissage. Ce sera, je l'espère, l'occasion d'offrir aux salariés, aux jeunes, aux demandeurs d'emploi, de meilleurs outils d'insertion professionnelle et d'un retour plus rapide sur le marché du travail. La France demeure à des niveaux très élevés de demandeurs d'emploi. La question des migrations pose un vrai défi à notre pays et à l'Union européenne. Elle est aussi le miroir de l'état du monde. Nous savons que c'est un problème majeur auquel nous devons trouver des réponses. Je le disais à mes collègues la semaine dernière, entre drame humain, respect du droit d'asile, immigration économique qu'il faut contrôler, exigence d'intégration et co-développement indispensable. Et il va nous falloir tracer la voie. Nous aurons à aborder ce sujet, notamment lors de la discussion du projet de loi Asile et Immigration. Ce sera sans phare. Il devrait être déposé par le gouvernement fin février. Il présentera des enjeux majeurs, et notamment sous l'impulsion de la commission des lois. Le Sénat a beaucoup travaillé sur ces questions. Ce sera aussi un sujet que je vais aborder avec nos collègues des parlements nationaux de l'Union européenne. L'Europe, qui occupera une place particulière dans cet agenda, bien sûr au plan politique, mais aussi sur des grands dossiers. La poursuite du processus de Brexit, la politique agricole commune dont il faut jeter les bases, les convergences sociales et fiscales, l'Europe de la défense, tout en étant plus proche des citoyens par le renforcement de la subsidiarité. Quelques jours avant Noël, j'ai longuement échangé avec le président de la Commission, et très bientôt, je serai à Berlin, puis dans le cadre du triangle de Weimar à Varsovie, et je suis l'invité du groupe des 9, vous savez, ces pays d'Europe centrale et orientale qui ont parfois le sentiment d'être en dehors, qui m'ont invité comme grand témoin pour une réunion des présidents du Parlement au cours de ce semestre. La cohésion de notre pays, c'est l'équilibre des territoires. D'ailleurs, autour de équilibre des pouvoirs et équilibre des territoires, que j'ai proposé à mes collègues de me renouveler leur confiance. Et un principe que j'ai réaffirmé il y a peu au président de la République, en lui rappelant que les collectivités territoriales ne sont pas un problème, mais une chance pour la France. En matière de fiscalité locale, le groupe de travail créé par la Commission des finances
hier, fera des propositions de réforme de la fiscalité locale, garantissant l'autonomie financière des collectivités territoriales. Je me suis exprimé en ce sens lors de la dernière conférence nationale des territoires à Cahors. Cet équilibre des territoires, le Sénat le défend au travers de la mission de contrôle et de suivi des lois portant réforme territoriale, qui se penche sur la question essentielle d'abord de la place et du devenir de l'échelon communal, mais aussi du suivi des lois NOTRe, des lois métropoles et de différents statuts de collectivités territoriales. Nous avons également engagé une réflexion sur le statut des élus locaux, un chantier dont on parle toujours, qui est maintenant engagé, qu'il faudra conduire hardiment et sans tarder. Nous restons enfin attentifs au devenir du département, dont je dis qu'il n'est pas la nostalgie d'une organisation post-révolutionnaire, mais un échelon de proximité indispensable. Si cet équilibre des territoires passe, comme nous l'avons proposé, par une plus grande liberté accordée à nos territoires, cela doit se faire sans fracturer la République. Le président de la République a proposé que l'article 72 de notre Constitution puisse être enrichi pour permettre aux collectivités de pérenniser une expérimentation réussie, sans que celle-ci ait vocation à être généralisée au plan national. Il a aussi proposé d'approfondir les différenciations. Ceci rejoint des propositions qui ont été faites depuis longtemps au Sénat. Le Sénat sera attentif, bien sûr, à la défense des valeurs de la République, mais aussi à la culture et la langue française, qui doivent être un moyen de renforcer l'appartenance à la communauté nationale et le rayonnement de valeurs universelles, tout en tenant compte de la diversité culturelle de nos territoires. Et au plan culturel et médiatique, il n'est pas impossible que nous ayons, non pas au cours du premier semestre, mais un texte portant évolution, notamment du secteur public de l'audiovisuel. Sur les questions, notamment de l'évolution de l'article 72, j'ai rencontré hier M. Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse, et M. Talamoni, président de l'Assemblée de Corse. Et c'est le sens de la proposition que je leur ai faite autour de l'article 72 et de son évolution, en partant non pas d'une réflexion personnelle, mais d'une délibération qu'eux-mêmes avaient votée il y a 4 ans à l'Assemblée de Corse autour de l'article 72, où ils préféraient l'article 72 à l'article 73 et 74, délibération du 27 septembre 2013. Le Sénat poursuivra son action en vertu des pouvoirs constitutionnels qui lui sont confiés. Représentation des territoires, de leurs élus, mais aussi au suffrage universel indirect de nos concitoyens. Mieux faire la loi, être plus efficace dans nos missions d'évaluation et de contrôle, c'est pour moi une vraie priorité que l'évaluation et le contrôle. Nous aurons aussi à examiner le projet de loi sur le logement. C'est un point important. Cet examen s'inscrira dans le prolongement de la conférence de consensus sur le logement qui se tient depuis la mi-décembre au Sénat. On constate une mobilisation très très forte à chaque réunion thématique. C'est demain qu'interviendra la réunion thématique dernière, puis la réunion conclusive le 8 février. Je pense que cet apport de la conférence sera important et je souhaite que le gouvernement en tienne pleinement compte. S'agissant des textes de bioéthique, les États généraux ont débuté, doivent se poursuivre jusqu'à l'été, et bien sûr le Sénat apportera sa contribution à ces États généraux. Voilà un peu le cadre du programme pour le semestre qui s'ouvre devant nous, avec aussi un certain nombre de textes, comme le texte du droit à l'erreur, et la loi de programmation militaire, que je ne dois pas oublier, qui est un sujet très important pour le Sénat, très important aussi pour l'ensemble de notre pays, des missions que notre pays assume en vertu de sa politique étrangère et de ses responsabilités. Mais
Je sais que vous allez être friands sur ce sujet. Parlons Constitution. Nous allons fêter le 60e anniversaire le 4 octobre 2018. C'est quand même un pacte fondamental qui unit tous les Français. C'était le 31 janvier 1964. Le président de la République d'alors tenait une conférence de presse et il s'appelait Charles de Gaulle. Il expliquait alors qu'une constitution, c'est un esprit, des institutions, une pratique. Fin de citation. Je crois, et j'ai proposé à mes collègues la semaine passée de se souvenir de ce triptyque. Un esprit, des institutions, une pratique. Mieux faire la loi, mieux contrôler l'action du gouvernement, réconcilier les citoyens avec le Parlement pour une révision constitutionnelle utile à la France. C'est le petit livre bleu que nous vous avons remis. Tel est bien le fil conducteur que nous avons suivi avec le groupe de travail qui réunit, je n'ai pas dit qui a réuni, qui réunit tous les groupes politiques de notre Assemblée pour aborder cette réforme, mais j'allais dire sans esprit de proportionnalité absolue, et qui réunit aussi la vice-présidente, le président de la commission des lois, et qui s'est choisi un rapporteur, en François Pillet. J'ai donc fait remettre ce matin les propositions, accompagnées d'une lettre au président de la République, après l'avoir rencontré hier, assez longuement. Devant le Parlement réuni en congrès, c'était le 3 juillet 2017, le président de la République a annoncé son intention de procéder à cette révision constitutionnelle. Il nous a fixé plusieurs objectifs dans son propos. Réduire le nombre de parlementaires, limiter le nombre de mandats consécutifs dans le temps, réformer la procédure législative, renforcer la fonction de contrôle du Parlement et adapter certaines juridictions. Pour ma part, je suis toujours prudent quand il s'agit de toucher à la Constitution, qui nous a permis de traverser bien des crises et de cohabitations. Mais si réviser la Constitution a pour objectif de mieux faire la loi, de mieux répondre aux attentes de nos concitoyens, de réconcilier nos compatriotes avec leurs parlementaires, et j'allais dire plus globalement avec la vie politique, de préserver la représentation des territoires, alors nous devons l'aborder positivement. En revanche, si cette réforme devait se résumer in fine à un artifice politique sans lendemain qui affaiblirait le rôle du Parlement, fragiliserait la représentation des territoires, elle serait contraire aux principes qui guident mon engagement. La plupart des sujets de révision constitutionnelle annoncés par le président de la République au Congrès, je pense au Conseil supérieur de la magistrature, à la présence des anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel, ou à la suppression de la Cour de justice de la République et son remplacement par une autre procédure, ne sont pas tout à fait nouveaux. Ce sont des débats, pour certains, que nous avons eus en 2008, y compris ici, et qui parfois avaient vu des adoptions de majorité assez différentes des souhaits du gouvernement. Ils ne présentent pas, à nos yeux, de difficultés insurmontables en l'état. Le président de la République a aussi voulu qu'une réflexion s'engage concernant ce qu'il a baptisé la fabrique de la loi et le travail parlementaire. Je partage cette volonté, c'était d'ailleurs une des orientations que j'avais proposées dans le cadre du projet pour le triennat au Sénat. Dans nos travaux, je parle sous l'œil attentif du rapporteur, nous avons retenu 4 axes. Tout d'abord, assurer la représentation au Parlement de tous les territoires de la République, dans leur diversité. Rénover le travail parlementaire, deuxième axe, au service de la qualité de la loi et de la lutte contre l'inflation normative. Celle dont on parle toujours, celle sur laquelle tout le monde promet depuis bien longtemps, et sur laquelle les résultats restent assez modérés. Troisième axe, renforcer la fonction de contrôle et d'évaluation du Parlement
au service d'une démocratie plus exigeante et encadrer le pouvoir exécutif comme dernier axe, qui est une proposition de notre groupe de travail. Vous avez l'ensemble des propositions. Je voudrais en évoquer quelques-unes, puisque je répondrai à vos questions. Il paraît que c'est de plus en plus inhabituel, et donc je répondrai aux questions qui me sont posées. Et je pense que celle que je vais choisir illustre l'esprit de notre démarche et la philosophie de notre approche. Je crois vraiment que dans la démocratie, un des cœurs battants, c'est le Parlement. Et on ne doit pas avoir oublié le résultat du premier tour de l'élection présidentielle. Une France divisée au moins en 4 dans un contexte de crise de la démocratie. Pour répondre à cette crise, qui est d'abord une crise de confiance, je pense qu'il faut sans cesse essayer d'être plus proche des préoccupations de nos concitoyens, sans céder à la vague d'antiparlementarisme et à la montée des populismes qui abîment notre modèle républicain. Premier chapitre, j'allais dire, je vais le qualifier de la représentation. La réduction du nombre de parlementaires n'est pas la condition d'un meilleur fonctionnement démocratique. Mais si on peut en accepter le principe, un certain nombre de règles doivent être posées, et en premier lieu, pouvoir débattre du nombre même de sièges de parlementaires. Et il est à mes yeux indispensable de préserver le lien entre les parlementaires et nos territoires, et pour cela, il faut, comme aurait dit un humoriste, un certain nombre. Un parlementaire hors sol, c'est un parlementaire affaibli, c'est un parlementaire à terme dépourvu de la matière brute qui lui permet d'éclairer les travaux de contrôle et les travaux législatifs. Il nous faut donc concilier la démocratie du nombre et la démocratie des territoires et de la représentation des citoyens qui y vivent. C'est la raison pour laquelle nous proposons de préserver l'ancrage territorial des parlementaires en prévoyant à l'article 24 de la Constitution l'élection au moins d'un député et d'un sénateur par département ou par collectivité à statut particulier ou par collectivité d'outre-mer. Et vous pouvez déjà mettre un coup de stabilo là-dessus, ce n'est pas une proposition pour faire bien. On est d'accord ? Bon. Pour l'élection des députés, s'il est une tradition que nous les laissons, j'allais dire, apporter leur propre jugement, l'homme politique que je suis se pose des questions. Je m'en suis ouvert au président de la République. La proportionnelle sera-t-elle nationale et régionale ? Parce qu'elle ne contribue pas à ce lien parlementaire-territoire. Je suis attaché au maintien du scrutin majoritaire en ce qui me concerne pour l'ancrage territorial et pour la stabilité des majorités qu'il dégage. Pensons à Allemagne un instant, et nous voyons que chez nos voisins exemplaires, le sujet a quelques conséquences qui ne sont pas exemplaires. Si la volonté du président de la République est d'introduire une part de proportionnel, alors à mes yeux, et je m'exprime toujours, cette part ne peut être que minoritaire et significativement inférieure aux propositions du président de l'Assemblée nationale. Vous pouvez mettre un coup de stabilo. La loi sur le non-cumul des mandats a déjà entamé le lien entre le parlementaire et le territoire au quotidien. Vient s'ajouter la question du cumul des mandats dans le temps des élus locaux et des parlementaires qui ne paraît pas acceptable en l'état pour une majorité du groupe du travail. Pas pour la totalité, même si nous n'avons pas procédé à des votes solennels. Nous avons tous travaillé ensemble. À mes yeux, comme à ceux, je le crois, du rapporteur, il porte atteinte à la liberté de choix des électeurs qui découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pour lequel nous avons une certaine tendresse. Il ne trouve pas d'équivalent dans la plupart des démocraties. Et puis, je voudrais vous citer une statistique. Aujourd'hui, sur 3 mandats consécutifs, 348 sénateurs, il y a 7 sénateurs qui répondent à ce critère. Et même si vous supprimez consécutif, il y en a 12. 62% des sénateurs ne l'étaient pas le 1er octobre 2014. Deuxième axe de travail.
que nous avons privilégié, c'est la rénovation du travail parlementaire au service de la qualité de la loi et de la lutte contre l'inflation normative. Le cœur de notre mandat, c'est quand même de faire la loi. Les Français se plaignent d'être submergés par trop de lois peu lisibles qui compliquent leur quotidien. Tous les gouvernements s'engagent à simplifier, j'allais dire, peut mieux faire. Il faut donc mieux faire la loi. Mieux faire la loi, ce n'est pas non plus sacrifier la qualité de la loi au nom de la célérité. Il est indispensable de préserver le temps du débat parlementaire et le droit d'amendement. La procédure accélérée, qui a tendance à devenir la règle, c'était il y a 10 ans 50%, c'était en 2016-2017 100%. Elle doit donc, cette procédure, être mieux encadrée et le bicamérisme respecté. La France, et c'est lié au mot bicamérisme, n'est pas un État fédéral. Le modèle Bundesrat n'est donc pas notre modèle bicaméral. Nous ne pouvons, par exemple, pas accepter, en cas d'échec de la CMP, que le gouvernement puisse donner directement le dernier mot à l'Assemblée nationale. Vous reprenez vos stabilos et vous l'avez. Prétexter la nécessité de raccourcir les délais pour accélérer la fabrique de la loi est un leurre. Et cette mesure briserait l'équilibre bicaméral. On pâtit beaucoup plus des délais d'adoption des mesures d'application que des délais de discussion parlementaire. Mieux faire la loi, c'est aussi lutter contre les lois inutiles. Il faut protéger le domaine de la loi en posant le principe du rejet des projets d'amendement qui sont du domaine du règlement ou qui n'ont pas de caractère normatif. Nous le pratiquons déjà au Sénat et naturellement, ça fait partie de nos propositions pour les deux assemblées. Enfin, le gouvernement doit prendre sa part de responsabilité et s'aligner sur les pratiques parlementaires. Parce que si nous sommes souvent mis en cause, l'analyse des mis en cause, c'est 50-50. Et donc, un effort est demandé au gouvernement. Il convient de soumettre les amendements du gouvernement à un délai limite, de cadrer le temps de parole du gouvernement dans l'hémicycle, comme pour les parlementaires, mais d'exiger, par exemple, que des mesures nouvelles d'importance soient soumises au Conseil d'État et assorties d'études d'impact, et enfin, d'obliger le gouvernement à mieux planifier l'organisation de ses travaux au Parlement, en inscrivant dans la Constitution l'obligation de présenter 2 fois par an à chaque Assemblée son programme de travail. Pardon d'être long, mais c'est le fruit de 11 semaines et demie de travaux. Notre troisième axe de travail est le renforcement de l'évaluation et du contrôle parlementaire. Stabilo. Le Sénat a une responsabilité particulière. Il ne dépend pas, vous le savez, de l'élection présidentielle. Il n'en est pas la réplique systémique. Il est, quelles que soient les majorités, plus autonome, moins dépendant, notamment du fait majoritaire. Nous ne pouvons limiter notre activité de contrôle aux seules politiques publiques. Il faut l'étendre vraiment au contrôle des lois. Nous devons doter le Parlement d'instruments lui permettant notamment de contraindre le gouvernement, et c'est un point de convergence avec l'Assemblée nationale sur le principe, à prendre des mesures d'application des lois. Le retard pris dans l'application des lois est un des principaux dysfonctionnements. Il faut donc inscrire dans la Constitution l'obligation de prendre des mesures réglementaires d'application des lois en consacrant le rôle du Parlement dans ce contrôle et permettre au président des 2 assemblées et à un nombre qu'on pourrait chiffrer à 60 aujourd'hui de députés et de sénateurs de saisir le Conseil d'État en cas d'absence de publication des mesures réglementaires dans un délai raisonnable. C'est un petit point de divergence avec l'Assemblée nationale qui veut se substituer au pouvoir exécutif en matière réglementaire. Nous pensons que le principe de séparation des pouvoirs ne peut pas souffrir de faiblesse sur ce sujet. Nous souhaitons également doter les commissions parlementaires de pouvoirs d'investigation renforcés. Toutes les commissions, et pas simplement
la commission des lois, la commission des finances, pardonnez-moi, pour certaines matières, la commission des affaires sociales, et la commission de la défense, ça aussi, pour certaines matières. Et y compris de permettre des enquêtes parlementaires sur des sujets qui font l'objet d'investigations judiciaires, sous réserve, bien évidemment, du respect de la confidentialité. On sera d'ailleurs les derniers à l'observer sur ce point. Mais la réforme des institutions ne peut s'arrêter aux seules portes du Parlement. Une large majorité de notre groupe de travail propose, dans un souci de plus grande efficacité, de fixer un nombre maximum de membres du gouvernement à 20. Nous appliquons le même ratio. Nous souhaitons garantir une composition paritaire du gouvernement et étendre aux membres du gouvernement les incompatibilités électives applicables aux parlementaires. Nous allons donc poursuivre ce travail maintenant sur l'environnement législatif de cette révision, parce que naturellement, il ne suffit pas de faire la révision, il faut savoir quelles vont être les conséquences législatives, organiques ou ordinaires, de cette révision constitutionnelle. Et comme il s'agit à un moment d'un acte de confiance, il faut aussi que nous connaissions l'environnement de la confiance. Un programme, mesdames et messieurs, législatif important au plan social, au plan du logement, un travail de fond sur l'alternative de la fiscalité locale, des réflexions aussi sur une organisation différente de l'examen des lois de finances et des lois de règlement, parce que c'est vrai que nous passons beaucoup de temps sur les lois de finances et en formule express sur les lois de règlement, et que ça ne peut pas tenir la formule du contrôle. C'est donc la mise en place d'une dynamique d'évaluation et de contrôle. L'expérimentation aussi, je voulais le dire, d'une procédure d'alerte sur les éventuelles surtranspositions à la suite des directives européennes que nous allons mettre en place à partir du mois prochain et qui, sur une période de 6 mois, va jouer le rôle d'alerte vis-à-vis des commissions permanentes. Et enfin, parce que ça ne vous a pas échappé, que l'expérimentation que nous avons faite pendant 3 années de la procédure de législation en commission, dans le cadre d'une résolution très largement votée, a été validée par le Conseil constitutionnel la semaine passée. Et que donc ces idées qui avaient été aussi avancées par le président de la République au Congrès, nous avons en quelque sorte un temps d'avance, puisque maintenant cette résolution, elle est sortie du stade expérimental pour être dans le stade permanent, ce qui démontre d'ailleurs qu'il n'y a pas toujours besoin de réforme constitutionnelle, mais de pratique dans les assemblées. C'est aussi un point extrêmement important. C'est ce que nous souhaitons faire, par exemple sur la procédure d'alerte sur les surtranspositions, si la procédure et l'expérimentation se révélaient favorables. Nous aurons d'autres textes encore, je les ai évoqués. Voilà, mesdames et messieurs, pardon d'avoir été long, mais vous voyez qu'il y avait au menu quand même des sujets importants que je vous ai réservés aujourd'hui, parce qu'il me semblait que ce soit devant ceux qui s'intéressent à la vie du Parlement. Et je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier. C'est en général moins mode que de s'occuper de la vie du quotidien, et c'est quand même s'occuper de la démocratie qui construit la loi, fait des propositions, contrôle, et je voulais vous remercier, et c'est pour ça que j'ai fait ce choix ce matin, en m'adressant à vous au travers de l'association des journalistes parlementaires. Voilà. Merci à vous. Nous aussi, nous vous remercions au titre de l'AJP de nous avoir réservé la primeur de ces propositions. Et je le répète, d'avoir accepté ce jeu des questions-réponses. C'est vrai que ce n'est pas si souvent et que je suis censé, c'est vrai, y voir une marque de respect pour notre profession, je l'ai dit. Je vous propose maintenant donc les questions de la salle, vos réponses, bien sûr. Je demande bien sûr à chacun d'entre vous, vous connaissez la règle, de vous présenter vos médias, les médias pour lesquels vous posez vos questions. La première question, ça Tam Tran Nui.
Oui, Tam Tranui pour Public Sénat, Monsieur le Président. Alors, le référendum, la voie référendaire gagnerait de plus en plus de crédit aux yeux d'Emmanuel Macron face au point de blocage, de discussion avec le Sénat, que vous nous avez d'ailleurs incité à stabiloter à l'instant. Est-ce que vous le confirmez à l'issue de votre entretien avec le Président de la République? Et êtes-vous tenté de courir ce risque, sachant que le Président de la République pourrait avoir recours à un référendum via l'article 11 qui passerait au-dessus des élus? D'abord, je tente de faire que nous puissions examiner tranquillement, sereinement, suivant une maxime que vous me connaissez, dit Piatre, calme en avant et droit, pour que nous puissions avoir une révision constitutionnelle par la voie du Congrès. Et rien ne me laisse à croire, hormis des rumeurs, que le président de la République soit dans l'intention d'utiliser un article qui ne serait pas sans poser un certain nombre d'interrogations. Donc, je fais confiance à la fois à la capacité de dialogue des parlementaires des deux assemblées et au dialogue avec l'exécutif. Je fais même ce pari-là. J'ai plutôt envie qu'il soit gagnant, mais j'ai dit qu'il y avait des points. Le département, la commission mixte paritaire, sur lequel la position de notre groupe de travail, mais aussi la mienne, étaient des positions absolument formelles, parce que nous pensons que c'est notre responsabilité vis-à-vis du pays et qu'on ne résout pas une crise de confiance par un coup politique. Donc, voilà. Et je vous rappelle que le président peut toujours utiliser l'article 89. Pas la peine de se donner des faux frissons. L'article 89, après un vote majoritaire des deux chambres, le président de la République pourrait l'utiliser. C'est d'ailleurs la voie normale. Et je vous renvoie aux tables de la loi de la pensée de Guy Carcassonne. Le chapitre s'intitule « De la révision ». Et il parle de l'article 89. Et uniquement de l'article 89. Oui. Pardon, Monsieur le Président, à propos de la représentation des territoires, effectivement, on voit bien que si il y a une dose de proportionnel, puis la réduction des parlementaires, il ne peut pas y avoir un député ou un sénateur par département. Donc ça, c'est vraiment non pas un casus belli, mais là-dessus, le Sénat n'entend pas transiger. Rien n'empêche d'avoir un sénateur par département ou un député au minimum par département. Oui, à moins, naturellement, qu'on veuille réduire le nombre de parlementaires à ce qu'a le Grand-Duché de Luxembourg. Ce n'est pas sûr que c'était dans l'intention. Mais soyons sérieux, c'est naturellement pas possible, c'est indispensable. D'accord. Mais ça veut dire qu'effectivement, il faudrait que le Conseil constitutionnel accepte que la représentation ne soit pas seulement démographique, quoi. Non, il faut admettre un principe qui d'ailleurs admis pas simplement par le Conseil. Vous avez aujourd'hui dans les collectivités d'outre-mer des territoires extrêmement modestes en nombre de population qui sont représentés au Parlement. Vous savez, j'ai une théorie qui n'est pas très loin de celle d'un géographe. Il y a une France qui se sent à côté. Eh oui, je l'ai écrit en 2015 à François Hollande. Est-ce qu'on veut en plus la gommer de la représentation démocratique? Ma réponse est non. Et je le dis d'autant plus que je suis l'élu d'un territoire urbain. C'est ma responsabilité de président du Sénat d'assumer l'article 24 sur la représentation des territoires, sans en laisser aucun au bord du chemin. Bien évidemment, la notion de démographie, je ne la nie pas. Et d'ailleurs, on aura l'occasion de se reparler. Nous avons aujourd'hui un système qui date de 1948, qui a été révisé en 2003, qui est une base électorale sur laquelle nous pouvons travailler. Je salue l'arrivée du président Malhuret. Il est au premier rang. Oui, d'abord pour repréciser la question, si on applique la règle démographique, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, au lieu de 2 départements, 40 qui n'auront plus qu'un seul député,
et au lieu de 7 ou 8 sénateurs, enfin départements sénateurs, il y en aurait 50. Première chose que ça, c'est acceptable. Et deuxième partie de la question, vous avez demandé de mettre un coup de stabilo sur la proposition de M. De Rugy sur les 25%. À combien vous fixez la part de proportionnel? Tout d'abord, les chiffres que vous donnez sont des chiffres d'un laboratoire que je ne connais pas et d'un laboratoire qui prend ces chiffres pour des désirs. Nous pouvons arriver à des réponses en respectant et les dispositions de la loi de 48 et les échanges avec le Conseil constitutionnel de 2003 qui n'ont rien à voir avec vos chiffres. Vous pourriez même les diviser par 3. La deuxième des choses, c'est par rapport aux propositions de M. De Rugy, puisque vous les évoquez, c'est un des points de discussion que nous aurons. Lui est dans une logique à 400, je vous rappelle. J'ai dit tout à l'heure que ça n'était pas le nombre d'or. Et il est dans une logique de proportionnel entre 25 et 30%. Je pense que c'est trop. Je ne vais pas vous dévoiler toutes mes batteries, mais considérer qu'un facteur de division pourrait exister et que, à mon avis, c'est la raison. Je pense que l'exemple allemand amène à méditer. Monsieur le Président, Christine Claire, Midi Libre, Télégramme de Brest et Huffington Post. Une question sur la Corse dont vous avez reçu hier les élus. Est-ce que c'est un sujet tabou de parler argent? Est-il exact que la région Corse est une de celles qui coûte le plus cher à la mère patrie par tête d'habitant? Et si la mère patrie devient un simple pays ami, comment envisagez-vous l'évolution de ces financements? D'abord, ça n'est pas le sujet central que nous avons abordé hier, dans un échange qui a été chaleureux entre un élu beauceron-normand et 2 élus corses. Je suis parti tout simplement de leur délibération, il y a 4 ans. Et ils étaient membres alors de l'Assemblée. Et quand on parle Constitution, vous avez 4 ans, c'est une très courte période, où il demandait notamment que tout se situe autour de l'article 72, avec un tiret 5. Avec un tiret 5. Voilà pourquoi, de toute bonne foi, j'ai fait cette proposition qui était leur délibération. Sur les sujets, vous savez, je ne classe pas l'amour qu'on a pour tout ou partie de la République en fonction de l'argent qu'on donnerait ou qu'on ne donnerait pas. Il y a des territoires de la République qui ont besoin de la solidarité, qui ont des questions de continuité, qui ont des situations particulières. L'insularité, la continuité territoriale, ce ne sont pas les contraintes, y compris les contraintes du croisement de la loi littorale avec la loi montagne. C'est des réalités. Et on ne peut pas dire que ça ressemble tout à fait à la plaine entre Rambouillet et Chartres. Non mais... Et donc... on peut avoir le principe d'une république une et indivisible et en même temps d'avoir des adaptations, des différenciations. Naturellement, j'ai dit chez un de vos confrères il n'y a pas longtemps que je n'étais pas favorable à la modification des 2 premiers articles de notre Constitution et notamment à l'abolition du très ancien édit de Villers-Cotterêts. Mais en même temps... il y a des réalités culturelles et linguistiques qu'il ne faut pas nier, qu'il faut développer, et que tout ça n'est pas antinomique. Mais je vous le dis, je suis président d'une assemblée dont je sens que très majoritairement la question de la République une et indivisible. Mais c'est une assemblée en même temps qui innove, car c'est chez nous l'article 72, c'est chez nous la différenciation. Demandez à notre délégation à l'Outre-mer les travaux qu'ils ont faits successivement sous la présidence de Serge Larcher, mon cousin, assez lointain d'ailleurs, mais bon, mais mon cousin quand même. Et aujourd'hui, avec notre ami le sénateur de Saint-Barthélemy. Je crois que, au contraire, nous expérimentons, nous pilotons, nous osons, mais il y a quelques principes fondamentaux. Et quand il s'agit de la République, moi, je ne fais pas de commerce. Monsieur le Président, 2 questions... Au fond. 2 questions complémentaires sur la... C'est Guillaume Tabar pour Le Figaro, bien sûr. Voilà. Sur la proportionnelle, la première, c'est est-ce que vous souhaitez que la question des modes de scrutin soit inscrite dans la Constitution pour éviter que le gouvernement puisse, au gré de ses volontés,
instaurer ou non la proportionnelle. Deuxième point, si vous considérez que la proportionnelle éloigne les élus des territoires, et si vous trouvez que 30% de députés à la proportionnelle, c'est beaucoup trop, pourquoi acceptez-vous toujours qu'un nombre majoritaire de sénateurs soit élu sur des listes proportionnelles? Est-ce que vous ne gagnerez pas à défendre le principe majoritaire pour l'ensemble des élus pour éviter cette distorsion? Le sigma n'a pas tout à fait de sens, si je peux me permettre de vous dire les choses. Sur le scrutin proportionnel, je considère, et je l'ai dit pour les députés, et je l'ai dit à titre personnel, parce que notre groupe de travail ne s'est pas penché, mais je vous ai exprimé ce que je ressentais. Je pense à ce lien de proximité qui est quelque chose d'important. Venez donc dans une permanence territoriale, et j'en tiens une à Rambouillet, et vous verrez que le besoin de proximité est une réalité, et mes collègues peuvent tous en témoigner. Second sujet, c'est que nous avons souhaité que les modes de scrutin, c'est dans l'environnement, soient dans un dispositif organique. Pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire soumis au Conseil constitutionnel. Puisque vous le savez tous, la loi organique est obligatoirement soumise au Conseil constitutionnel. Mais nous n'avons pas, et nous avons eu un débat, est-ce que le mode de scrutin doit être dans la Constitution? Je vous renvoie, M. Tabar, à des échanges qui ont eu lieu en 1958, parce que le mode de scrutin, mais oui, c'était un débat de ceux qui ont construit la Constitution, le mode de scrutin est un élément d'adaptation à la crise politique. Michel Debré voulait inscrire, au départ, le scrutin majoritaire dans la Constitution. Un certain nombre de constitutionnalistes et de groupes politiques qui participaient à la Constitution, aussi divers que la SFIO ou que le Centre national des indépendants, qui devait s'appeler Indépendants et Paysans à l'époque, ont dit au général de Gaulle dans un entretien qu'il leur semblait que ça n'était pas souhaitable. Et le président de la République, il était président du Conseil des ministres à l'époque, a tranché pour que ça ne soit pas dans la Constitution, pour être un outil d'ajustement à des crises politiques. Et vous voyez bien que si on rigidifie le mode de scrutin, eh bien, quelque part, on se prive d'un outil d'éventuelle sortie de crise. Brigitte Boucher pour LCP. Monsieur le Président, pour revenir au référendum, est-ce que vous êtes prêt à tout faire pour éviter qu'il y ait un référendum? Et si toutefois Emmanuel Macron devait y avoir recours, est-ce que vous n'avez pas peur qu'il ait l'opinion avec lui et que la droite, dans ce cas, paraisse trop conservatrice? Il paraît qu'un président de groupe ce matin a dit « même pas peur ». Alors je ne vais pas le reprendre ou le paraphraser. Répondant à votre consoeur de Public Sénat tout à l'heure, dit que ma démarche et notre démarche, la démarche du groupe de travail, était de travailler à ce que nous puissions avoir les convergences qui nous permettent d'offrir au président de la République le choix entre le Congrès, ce qui nous paraît souhaitable, ou l'article 89, s'il le souhaitait. Oui, Patrick Roger, Le Monde. Vous avez évoqué à plusieurs reprises l'article 72 et le droit à la différenciation que le président de la République souhaite inscrire dans la Constitution. Il l'est déjà, hein. Il souhaite renforcer. Non, le droit à la différenciation, il y a l'expérimentation, pas la différenciation. Et en rappelant que le Sénat avait déjà pris position sur cette question. Paradoxalement, le document du groupe de travail n'en souffle mot. C'est-à-dire que le groupe de travail n'a pas d'avis sur la question, ou qu'il y a peut-être des avis tellement partagés qu'il ne peut pas en avoir un. Non. Je vais vous répondre tout de suite. Et deuxième question, si vous le permettez. Vous plaidez très fortement, et vous l'avez rappelé encore, pour que le département reste l'échelon d'élection des parlementaires, des députés et des sénateurs. Est-ce que cela veut dire que, par les échanges que vous avez eus encore hier avec le président de la République, il pourrait en aller autrement? Écoutez, si je me réfère à un article paru hier après-midi, je vois bien que le département, aujourd'hui,
est dans le viseur de certains. Alors je vous le dis, pour moi, le département, ce n'est pas une nostalgie post-révolutionnaire, c'est un lieu qui garde sa pertinence, ce qui n'empêche que la nouvelle organisation régionale a aussi sa pertinence, et que le département et les collectivités à statut particulier ont leur place. Sur la différenciation, si nous n'en avons pas soufflé mot, c'est pas du tout par oubli. Je vous renvoie à mon discours du Conseil national des territoires, le 17 juillet dernier, où j'aborde la question de la différenciation. D'autre part, nous avons souhaité consulter nos collègues ultramarins, qui nous ont fait savoir qu'il leur fallait encore un peu de temps pour affiner la proposition qu'ils ont faite globalement. Et donc, dans les minutes de nos travaux, vous retrouverez cette observation. Il n'y a nulle manière de le gommer. Ce n'est pas quelque chose que nous avons pour crainte. Oui, Monsieur le Président, bonjour. Mathilde Mathieu, je suis journaliste à Mediapart. Comme vous le savez, depuis l'affaire Fillon en particulier, la presse s'intéresse beaucoup à la question des collaborateurs parlementaires, leur identité, la réalité du travail qu'ils ont effectué, etc. Et donc je voudrais profiter de cette conférence de presse pour vous poser une question que j'ai adressée à vos conseillers et à laquelle je n'ai pas eu de réponse. Donc permettez que je vous la pose directement. Je voulais savoir si entre 2011 et 2014, quand vous n'étiez plus président du Sénat, Jean-Claude Bourjac, qui est votre actuel chef de cabinet, avait été votre collaborateur parlementaire ou non. Et je vous pose cette question parce que, je crois que ça n'est pas le cas, mais vous allez nous le dire. Je vous pose cette question parce qu'il a visiblement à l'époque beaucoup travaillé pour vous, alors qu'il était sous contrat avec une autre sénatrice. Voilà, donc est-ce que vous pouvez me préciser un peu sa situation à l'époque ? De haute volée constitutionnelle, naturellement. Pour les collaborateurs, vous avez tout sur le site du Sénat. Et en ce qui concerne M. Bourjac, il a travaillé pour un sénateur qui n'était pas Gérard Larcher. Point à la ligne. Mais j'avoue que cette espèce d'acharnement contribue au populisme. C'est pas un acharnement. Voilà, très bien. On passe à une question suivante. Vous avez eu votre... On passe à la question suivante. Voilà, vous avez eu votre réponse. Oui, bonjour, ici en face de vous, François Vignal de publicsena.fr. Je reviens sur la Constitution, 2 secondes. Vous exprimez votre volonté d'avancer vers des convergences. En même temps, vous rappelez fermement vos lignes rouges. Alors, est-ce que vous êtes prêt au final au compromis, à faire un pas, ou attendez-vous simplement que l'exécutif s'aligne sur votre position? Et à défaut, est-ce qu'il pourrait y avoir au moins un minima, un accord sur les points qui ne nécessitent pas de réforme de la Constitution et d'avancer sur le plan législatif sur ces questions? La navette, c'est le métier du tisserand. Et si vous n'avancez pas les uns vers les autres, vous tissez rien. Donc naturellement, il y aura des échanges, un débat. C'est le propre de la vie parlementaire dans le bicamérisme et aussi dans le dialogue avec le gouvernement. Nous avons dit les points qui nous semblaient extrêmement importants, mais on n'est pas campé sur des positions qui sont toutes strictement bloquées. Sinon, ce que j'ai dit tout à l'heure en répondant à la première question n'aurait pas de sens. Moi, je ne vais pas amener mon stabilo, Monsieur le Président. Je suis désolé aujourd'hui, mais c'est vrai que pour aller un peu plus loin, ce qui relève d'une révision constitutionnelle, de loi organique, de loi ordinaire, est-ce que là aussi, il faut avoir un stabilo pour définir certaines lignes que vous ne franchirez pas? Écoutez, je pense qu'il est encore trop tôt, puisque nous ne connaissons pas le projet du gouvernement. Et définir des positions sans connaître les positions de l'exécutif serait déraisonnable. Nous connaissons les positions de l'Assemblée nationale, on connaît les nôtres, même si certaines restent à affiner. J'évoquais la différenciation tout à l'heure, mais naturellement, il faut connaître le projet du gouvernement dans un agenda. Naturellement, ce que je vais dire n'engage que moi, qui pourrait être un agenda qui nous conduirait à un examen par le Conseil d'État pendant 1 mois à partir de la mi-février, puis un texte début du printemps. Je rappelle que les délais sont incompressibles en matière constitutionnelle. 6 semaines, puis l'examen par l'Assemblée saisie en premier, puis 4 semaines pour la deuxième Assemblée, et ensuite, sans délai, un nombre de navettes qui n'est pas limité, ce qui permet au dialogue de se poursuivre, mais encore faut-il connaître
maintenant, au-delà des intentions du discours du Congrès, les intentions du gouvernement. Donc la balle est dans le camp du chef de l'État en la matière. Bien sûr. Oui, François Gervais, Horizon Politique. Le 7 février, les 7 présidents de départements de la région parisienne organisent une journée sans département parce qu'ils craignent précisément, mais c'est une rumeur, mais qui se précise, que 3 départements de la région parisienne soient supprimés. Ils organisent donc ce rassemblement à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, le 7 février. Est-ce que vous y serez et est-ce que cette proposition vous inquiète? En tous les cas, j'ai participé à la réunion qui avait lieu au siège de l'Association des départements de France. Car l'affaire de la métropole d'Île-de-France n'est pas qu'une affaire francilienne. Vous êtes quand même sur un territoire qui représente 30% du PIB de ce pays, avec 22% des habitants, dans lequel ont lieu l'immense majorité des transactions financières internationales, dans lequel la recherche et le développement est un élément important pour l'ensemble du pays. Et la décision qui sera prise pour l'Île-de-France n'est pas qu'une affaire entre nous, les franciliens. Elle est une affaire qui intéresse l'ensemble du pays. Si l'objectif est de faire mieux fonctionner l'ensemble francilien, nous examinerons les propositions qui sont faites. C'est un sujet dont je parlerai à nouveau avec le chef de l'État dans quelques temps. Nous en avons convenu hier matin. Je n'irai pas plus loin à cet instant. Serai-je présent? J'allais dire, j'ai l'habitude de soutenir les départements d'Île-de-France et le mien en particulier, car je n'oublie pas que j'en suis l'élu. Mais en même temps, prenant mes responsabilités, parce qu'il y aura un examen parlementaire et que la particularité de la Constitution, c'est que cet examen parlementaire aura lieu en première lecture au Sénat. Ça doit être un débat ouvert et partagé, et pas qu'un débat entre franciliens. Oui, Monsieur le Président. Bonjour, Hervé Favre, La Voix du Nord. Lors de ses vœux à la presse, qui n'était d'ailleurs pas une conférence de presse, François de Rugy a prononcé une phrase que j'ai stabilotée, je ne suis pas le seul, je pense. Les Français seront impitoyables avec ceux qui bloqueraient des changements indispensables à la démocratie. Est-ce que le président du Sénat et les sénateurs se sont sentis visés? Avec une information, La Voix du Nord a un budget pour les stabilos. Hein. Écoutez, je crois qu'il a exprimé son sentiment. Je ne me suis pas du tout senti visé. Mais pas du tout. Parce que ce n'est pas mon attitude. Donc, voilà. Bonjour, Lucie Romano, journaliste à AF Habitat et Urbanisme. 2 questions sur l'actualité dont vous avez parlé brièvement, la réforme de la fiscalité locale d'une part et la conférence de consensus sur le logement dont vous avez, je crois, annoncé la date pour la réunion conclusive, le 8 février. Donc sur cette conférence de consensus, quelle forme prendra-t-elle cette réunion conclusive et qu'en attendez-vous, in fine? Les débats ont été parfois houleux, donc qu'est-ce que vous espérez que le gouvernement va retenir de ces échanges? Et pour la réforme de la fiscalité locale et du groupe de travail mis en place, peut-être pouvez-vous affiner un peu le calendrier, les grands axes sur lesquels vous comptez travailler? Sur l'aspect fiscalité, je l'ai dit à Cahors, à la Conférence nationale des territoires. Donc un groupe de travail sous l'autorité du président et du rapporteur général du budget s'est mis en place et travaille d'ailleurs sur une demande du président de la République qu'il a adressée aux 2 rapporteurs généraux et notamment tous ceux qui s'intéressent aux finances locales. Et donc nous ferons des propositions, non pas dans 3 ans, car je sais lire totalement l'avis du Conseil constitutionnel, très peu l'ont souligné, qui considère que le système qui a été mis en place ne peut durer qu'un certain temps. Et donc, nous pensons qu'il faut raccourcir ce certain temps et faire des propositions pour une fiscalité qui garde le lien territoire, citoyen et services dans le territoire avec les assemblées délibérantes qui décident des services qui sont mis en place. Nous avons décidé d'y consacrer des moyens
Parce que, vous savez, parler de réforme de la fiscalité locale et n'avoir comme laboratoire de référence et d'études que Bercy, vous ne faites pas de dessin. Donc, nous prenons les moyens d'avoir de véritables études et analyses qui viennent vérifier notamment les travaux de notre commission et notre groupe de travail, commission des finances, pour que nous ayons l'analyse la plus objective qui soit. Donc ça se met en place. Sur le logement. Sur le logement, trop tôt pour vous dire, puisque la dernière réunion thématique, je souhaite que nous puissions dégager des convergences, le maximum, et puis s'il y a des points de discordance, qu'on les ait identifiés, et on verra la nature du débat parlementaire pour les faire avancer. Conférence de consensus, c'est pas une conférence pour être d'accord sur tout. C'est une nouvelle méthode, c'est vrai. Je l'ai proposé au président de la République. J'en assume la responsabilité, mais je pense que c'est une nouvelle manière de faire, plutôt que, j'allais dire, de tenter de s'affronter. Il y a eu un très gros travail de consensus préalable au Sénat. Notamment, un certain nombre de parlementaires qui connaissent bien le dossier du logement ont travaillé ensemble. Et ça allait du groupe communiste, en passant par les centristes, les républicains. Et donc, ça a été un travail déjà de consensus à l'intérieur du Sénat. Monsieur Larcher, bonjour. Aurélien Elias, Courrier des maires et des élus locaux. Le président de la République avance comme argument pour favoriser le non-cumul dans le temps le fait que son propre mandat est limité à 2 consécutifs. En quoi rejetez-vous ce parallèle qui serait fait avec le non-cumul dans le temps des parlementaires? Et question liée, il était avancé aussi l'hypothèse d'exempter de ce non-cumul dans le temps les élus dans les communes de moins de 3500 habitants pour répondre du fait de la crise des vocations notamment. Est-ce que c'était une piste intéressante ou est-ce que vous en restez à votre position? C'est le principe même qui vous choque. Merci. J'ai dit que j'étais hostile au principe au nom de l'article 6. C'est pas parce qu'on l'a fait pour le président de la République qu'il faut répéter ce qui m'apparaît contraire à l'article 6. Mais en même temps, j'ai senti par 2 fois dans nos rencontres récentes un président de la République qui pouvait nous faire des propositions. Et c'est pour ça que j'attends les propositions qui peuvent être faites d'une manière positive, attentive. Monsieur le Président Larcher, bonjour. Jean-François Aquili de France Info. Pour rebondir sur une question précédemment posée, les élus de Corse, au sortir de leur rencontre avec vous, ont salué, je le précise quand même, la grande courtoisie avec laquelle ils ont été reçus, mais ils se sont dit un petit peu déçus en termes de contenu sur des choses très précises et de manière constitutionnelle. Jusqu'où la République peut-elle aller? C'est une question que posent ces élus en matière de co-officialité de la langue, statut de résident, voire même inscription de certaines choses, revendications dans la Constitution. Est-ce qu'il y a des évolutions possibles ou les choses vont en rester en l'état? Je pense que je me suis déjà exprimé sur le sujet. Je leur ai proposé de reprendre ce qu'ils avaient proposé il y a 4 ans, au titre de l'article 72. Vous savez que la co-officialité ne relève pas de l'article 72, et vous savez que le statut de résident ne relève pas non plus de cet article, qu'il pose un problème. Et il y a eu suffisamment de débats sur le dossier calédonien pour éclairer. C'est vrai que je leur ai fait part de mon analyse, de mon sentiment, prêt à entrer, alors que nous ayons été courtois, c'est la tradition du Sénat, que je leur ai dit que je restais disponible autour de l'article 72. Après, il appartiendra à la commission des lois. Je rappelle que ce n'est pas le président du Sénat qui décide de tout ça. Mais j'ai cru percevoir une majorité au Sénat qui était très attachée à la question. Souvenez-vous du débat que nous avions eu au moment de la charte sur les langues régionales. Et on est à un autre niveau quand il s'agit de co-officialité. Nous avons abordé aussi un sujet qui est le statut des détenus. Or, il se trouve qu'il n'y a pas que cette question du statut des détenus. Nous traversons, vous le sentez bien, une crise profonde du système pénitentiaire. Vendredi, j'ai été avec 2 collègues rencontrés à la prison des femmes de Rennes, dans le cadre d'une journée que votre confrère Ouest France avait consacrée au vivre ensemble,
j'ai choisi pour le vivre ensemble, l'après-midi, d'aller à la rencontre à la fois des personnels pénitentiaires. Borgo s'était passé le matin, c'est vous dire que quand même la tension existait, et j'ai souhaité aussi rencontrer des détenus, dont certaines avaient des peines très lourdes. Et j'ai mesuré aussi la réalité que représentait, pas simplement pour ceux qui habitent la Corse, mais pour l'ensemble du pays, la question de la distance, de la séparation, de l'éloignement familial. Et ça fait partie des sujets. Mais si on parle système pénitentiaire, j'ai devant moi l'auteur d'un rapport qui, si ma mémoire est exacte, en 123 propositions ou 127, 123 je crois, le président de la commission des lois a fait une analyse, un diagnostic et des propositions pour le système de la justice, dont une partie sur la pénitentiaire. Je pense qu'il faut que le gouvernement s'inspire sur ce dossier pénitentiaire des travaux que nous avons faits. Or, le budget, je le dis sans esprit inutilement critique, cette année, c'est considérablement amenuisé en termes de construction et d'autorisation d'engagement pour des places de détention, et la surpopulation, ça n'était pas le cas à Rennes, est une réalité, moins 73% si ma mémoire est exacte, et en même temps sur les alternatives dont j'ai parlé avec les représentants des SPIP, les alternatives, le budget lui-même s'est fortement contracté. Nous avons donc, et c'est un des sujets pour l'exécutif, on n'est pas uniquement dans une situation de critique, c'est un dossier difficile, mais je crois qu'il serait bon qu'il s'inspire des travaux qui ont été conduits au Sénat pendant plusieurs mois sur ce sujet. Il est 12h40, je vous propose de prendre les 2, voire 3 dernières questions, et puis nous mettrons un terme à cet échange. Alors, bonjour, Jean-Michel Lamy, nouvel économiste. Il y a sur la table de multiples propositions, dont les vôtres. La tendance de fond de la Ve République, c'est le renforcement de la démocratie exécutive. Alors, quel est votre pronostic, quel est votre jugement d'ensemble? Cette réforme, tout ce qui va se passer, est-ce que ça va être un rééquilibrage du législatif ou au contraire, ce qu'il semble, un nouveau pas vers un pouvoir exécutif de plus en plus prenant? C'est pas, si je peux me permettre de vous... Je ne veux pas être désagréable, c'est pas vrai de la réforme de 2008. Qui a renforcé le Parlement. Et je vais prendre un seul exemple. Nous partons du texte de la Commission et non plus du texte du gouvernement. Et ça n'est pas une mince affaire que de partir du texte de la Commission. Ça, c'est la première chose. Qui a étendu le droit de résolution, qui nous donne d'ailleurs des libertés. Regardez ce que nous avons fait, y compris sur la PLEC. Donc, nous ne sommes pas... Non, ce qui pourrait m'inquiéter plus... C'est ce que je ressens. C'est une tendance à la recentralisation, aujourd'hui portée par le gouvernement. Et je vais reprendre l'exemple du logement. Nous voyons bien qu'il y a un imaginaire collectif qui fait que demain, le logement social, ce serait autour principalement de 3 très grands opérateurs de logements sociaux. Que dans l'approche de la contractualisation, que moi j'ai appelé plutôt de mes voeux, il faut qu'on fasse très attention, et je le dis sans être désagréable vis-à-vis d'un préfet dans cette salle, je ne suis pas sûr de la capacité d'expertise de toutes les préfectures par rapport au budget de grandes métropoles, voire de départements importants, voire de grandes collectivités. Il faut qu'on fasse attention, car c'est la faiblesse qui conduit à la recentralisation, et c'est la confiance qui conduit à approfondir la décentralisation. Et je crois qu'on est sur un sujet majeur, sur lequel le Sénat sera vigilant, parce que la décentralisation, c'est quand même un succès. Et je prends un autre exemple, un sujet qui est cher à mon cœur. Formation professionnelle, apprentissage. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire seulement avec les branches professionnelles? On ne peut pas faire sans, mais à partir du moment où nous avons donné la compétence aux régions, je crois qu'on a besoin de s'appuyer aussi sur les régions. Donc, je pense que nous avons donc une tentation de la recentralisation. Je ne la sens pas au travers du texte constitutionnel, mais au travers de la pratique quotidienne.
Oui, Gérard Leclerc, CNews. Laurent Wauquiez fait demain l'émission politique, c'est un rendez-vous important. Il se veut rassembleur, mais comme vous le savez, on voit beaucoup au sein des Républicains, de gens qui se mettent en retrait, en recul, en congé et d'autres formules. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Écoutez, Laurent Wauquiez est venu devant notre groupe. Notre groupe, il est divers. Il a le plus grand nombre d'apparentés. Et hier, devant notre groupe, Laurent Wauquiez s'est exprimé comme quelqu'un qui voulait rassembler la diversité. Alors, il doit ensuite le prouver, j'allais dire maintenant en marchant, et dans les attitudes qu'il aura. Et moi, je suis thomiste, je l'accompagne sur la route, mais je regarderai les choses telles qu'elles se passent et telles qu'elles sont. C'est ma manière d'être. Donc je ne suis ni en congé, ni en suspension, ni ailleurs. Je suis comme un apôtre, Thomas, qui attend de voir les choses. Voilà. Bien, puis, alors, une dernière question au fond à droite. Je crois que ça va être Frédéric Delpech pour LCI. Je vais me permettre de le présenter à sa place. Et ensuite, très gentil. Ce sera la fin de cette conférence de presse. Bonjour Monsieur le Président. Le gouvernement s'apprête à dévoiler son texte de loi sur l'asile qui sera présenté à l'Assemblée, qui fait déjà beaucoup de débats dans la majorité présidentielle. Est-ce que vous faites confiance au gouvernement sur ce texte? Est-ce que vous attendez un texte de fermeté? Quels sont vos souhaits en matière de droit d'asile et de reconduite des étrangers en situation irrégulière? Nous avons raté, il y a maintenant 3 ans, le texte sur l'asile. Et pourtant, c'est de la part d'un homme pour lequel j'ai le plus grand respect, qui était M. Cazeneuve. Et on ne peut pas se rater aujourd'hui sur ce sujet, asile et migration. Et il y a, je l'évoquais tout à l'heure, un travail préalable, notamment à la commission des lois, autour de François-Noël Buffet, qui est un travail que nombre d'entre vous, d'ailleurs, ont repris dans des éléments médiatiques divers. C'est autour de ça que nous allons travailler. Et je fais confiance à la commission des lois sur ce point. En même temps, il y a des sujets européens. Il y a des sujets européens majeurs sur ces questions. Dublin, pas Dublin, quelle politique européenne, quelle coordination, quel est le rôle de la place de Frontex, et peut-être encore plus, comment nous gérons le co-développement. Or, vous le savez, nous n'avons que peu de pays avec des procédures de réadmission au plan européen, et la politique de co-développement commence à se mettre en place, mais elle reste extrêmement timide. On ne peut pas gérer la question migratoire uniquement derrière nos frontières. Il y a, si je prends les derniers chiffres qu'annonçait Angel Gurria, mais qui nous sont confirmés par beaucoup d'interlocuteurs politiques, notamment en Afrique. Il y a en Afrique aujourd'hui, dit-on, c'est les chiffres de l'OCDE, 70 millions d'hommes et de femmes et d'enfants en migration. Ils ne vont pas tous vers l'Europe, d'ailleurs. Mais ça traduit un continent qui est en grande déstabilisation. Et que le sujet, il n'est pas simplement un sujet de police, de frontières, de douane, de barbelés. Il est un sujet global, et j'espère que nous l'aborderons de cette manière globale. J'irai sur ces sujets, d'ailleurs, en Afrique, au cours du premier semestre, pour prendre en compte ce que l'ancien président de l'Union africaine m'a dit sur cette question migratoire en Afrique, qui déstabilise. Elle est le fruit des déstabilisations politiques, ethniques, religieuses, mais aussi, notamment dans l'Est de l'Afrique, immense problème de sécheresse qui amène cela. Donc, j'espère qu'on aura toute cette profondeur et ce champ de vue. En tous les cas, j'y ai consacré, avec le président de la Commission européenne, un temps assez important de l'entretien que nous avons eu sur ces sujets. Allez, cette fois, c'est la toute dernière question. Bonjour, Monsieur le Président. Stanislas Noyer pour le Courrier de Guadeloupe. Un certain nombre d'élus ultramarins se sont inquiétés de la suppression pour les prochaines élections européennes de la circonscription ultramarine et du retour à la circonscription unique, parce qu'ils n'auront plus l'assurance d'avoir au moins un élu européen par océan. Quelle est votre position sur la représentation des territoires? Quand le président de la République m'a consulté,
j'ai dit ma préférence pour la solution d'ajustement aux régions actuelles, en conservant une circonscription ultramarine. Je crois que c'est très important que ce que certains qualifient de région ultra-périphérique, c'est la qualificative, soit représenté au Parlement européen. On le voit bien, il ne suffit pas de faire des colloques sur le sujet, il faut une représentation spécifique des problématiques de ces territoires, dans lequel un certain nombre d'accords commerciaux ont des conséquences extrêmement fortes, notamment sur le tissu économique et sur le tissu social. Voilà pourquoi je prône cette dimension régionale, plus, j'allais dire, une grande région ultramarine, pour que nos collègues parlementaires européens puissent y avoir une représentation. Voilà. Merci beaucoup, Merci Gérard Larcher.